Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons franchement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Bilé Diemeleou Amon Gabriel, directeur général de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, qui est également le maire de la ville de Dembokro. M. Bilé Diemeleou, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre structure, parlons un peu de vous-même. Vous êtes ingénieur télécommunications de formation. Tout à fait, mais avant de commencer, je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire merci au directeur général de la RTI et bien sûr au PCA, au président du conseil d'administration, pour m'avoir offert cette opportunité de pouvoir m'adresser aux téléspectateurs pour parler de notre métier, le métier de régulateur. Alors, venons-en vous-même maintenant. Vous êtes, je l'ai dit, ingénieur de télécommunications de formation. Tout à fait. Je suis ingénieur de télécommunications de formation. Je suis de la promotion de 1979. Et depuis 1979, vous avez exercé plusieurs responsabilités à Côte d'Ivoire Télécom et à Orange, où, disons, vous avez fait la majeure partie de votre carrière. Tout à fait. J'ai fait près de 35 ans de métier dans le domaine des télécommunications TIC. Je suis resté fidèle à ce métier que j'adore. Effectivement, j'ai été directeur régional de Yamoussoukro, d'Abidjan, et ensuite directeur des transmissions, toujours dans le même secteur. Et après, je me suis retrouvé à l'extérieur pour répondre à une obligation de notre entreprise. En ce moment-là, je me suis retrouvé à France Télécom pour 2 ans pour être chef de service d'une activité technique. Très bien. Alors, vous avez exercé donc toutes ces responsabilités. Vous avez été aussi conseiller technique du ministre de la Poste et des TIC et directeur général de l'ATCI, qui était l'agence des télécommunications de Côte d'Ivoire. Tout à fait. J'ai été conseiller technique de monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste et des TIC. Et puis, comme vous le dites, j'ai été directeur général de l'ATCI, l'agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, et ensuite directeur général de l'ARTCI, qui est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire connaître cette structure importante de notre pays et donc de parler de ses activités. On l'a indiqué, depuis donc juin 2013, vous êtes en charge de la régulation du secteur des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire. En quoi consiste cette régulation de façon concrète, monsieur le directeur général? D'abord, l'ARTCI, comme on le dit, c'est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, une autorité qui a été créée par rapport à l'ordonnance du 21 mars 2012, l'ordonnance 2012-293, qui a été signée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'autorité de régulation de Côte d'Ivoire, la RTCI, est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique, dotée du pouvoir financier et bien sûr qui a un pouvoir quasi juridictionnel, c'est-à-dire que les décisions prises par l'autorité de régulation sont considérées comme des décisions prises en première instance et qui ne sont attaquables qu'en deuxième instance, donc en appel. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont sous l'autorité de l'ARTCI? En parlant de secteur, parlons plutôt des activités que nous gérons. Nous avons le secteur des télécommunications TIC, le secteur postal, et nous avons certaines activités précises qui sont régies par l'ARTCI. Il s'agit des transactions électroniques, il s'agit de la protection des données à caractère personnel, et puis bien sûr de la cybersécurité et des systèmes d'information. Et nous contribuons beaucoup à la lutte contre la cybercriminalité. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Alors, selon l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et au TIC, vous êtes passé de l'agence des télécommunications de Côte d'Ivoire à l'ARTCI, qui est donc l'autorité de régulation. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Déjà, lorsqu'on parle d'agence, vous avez l'impression d'être dans un point de commerce pour acheter soit une carte à puce, ainsi de suite. Nous ne sommes plus une agence, nous sommes effectivement une autorité. Déjà, le terme autorité montre un peu des pouvoirs que nous avons
de sorte que nos décisions soient vraiment donc beaucoup plus de pouvoir. Nous avons des pouvoirs assez renforcés et qui nous permettent d'avoir le respect non seulement des opérateurs, mais le respect de tous les acteurs qui sont dans notre écosystème. Alors, vous êtes entre les opérateurs, qui sont des entreprises, qui investissent des sommes importantes, et les consommateurs, de plus en plus exigeants sur la qualité. Vous défendez aussi les intérêts de l'État. Est-ce que ce jeu de recherche d'équilibre est facile à tenir? C'est ça notre métier. Nous sommes amenés à faire de sorte que l'équilibre soit respecté. C'est pourquoi il y a des règles qui sont édictées, qui sont acceptées de tous. Il faudrait que ces règles-là soient appliquées. Je vous donne juste une image. Vous voyez un match de football. Quand on parle des matchs de football, c'est des équipes, c'est un terrain. Et puis bien sûr, il y a des arbitres. Mais nous, en tant que régulateurs, nous jouons un peu le rôle de ces arbitres-là. Nous faisons de sorte que les règles soient acceptées pour que le jeu se déroule bien. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas des policiers. Nous sommes des juges arbitres qui font de sorte que les règles soient appliquées. Et quelle est la relation entre l'ARTCI et les différentes compagnies de téléphonie mobile? Des relations de travail et de respect mutuel. Puisque nous sommes là pour veiller à ce que nos décisions soient exécutées et que les règles édictées soient appliquées et respectées, nous avons plutôt des relations de travail, vraiment des relations de travail. Pas de brimade, vraiment des relations de travail. Est-ce que l'ARTCI peut faire baisser le coût des communications? Nous avons un mécanisme de contrôle des prix. Nous ne laissons pas... Vous savez que nous sommes dans un marché libéral. C'est vrai que les opérateurs ne sont pas des philanthropes. Ils font des investissements, ils veulent rentabiliser les investissements. Donc, entre guillemets, c'est du business que chacun fait. Mais il faut quand même que cela soit encadré. Il ne faut pas que ce soit trop, des prix trop forts ou un peu sorti que ce soit des prix trop bas. Nous sommes obligés de contrôler, de faire de sorte que les prix soient ce qui vaille. Et puis tout cela au bénéfice des consommateurs qui font partie du cœur de notre activité. Et vous parlez des consommateurs, qu'est-ce que vous faites, monsieur le directeur général, pour améliorer la qualité du réseau jugée mauvaise par les consommateurs? On entend souvent ces consommateurs se plaindre. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la qualité du réseau? Pour améliorer la qualité du réseau, d'abord, nous travaillons à cela. Donc, des visites de terrain, des analyses de trafic pour montrer que le réseau de l'opérateur est de bonne qualité. Chaque fois que nous constatons qu'il y a des manquements, des dysfonctionnements par rapport à la qualité de ce réseau-là, nous sommes obligés d'aller faire des mesures. Donc, le consommateur peut-être ne se rend pas compte de l'activité que nous menons pour que la qualité soit celle qu'il faille. Ça fait partie du cahier des charges. Il y a des taux qui sont communiqués aux opérateurs et ces taux-là doivent être respectés pour que, au finish, nous soyons tous satisfaits. Le consommateur qui bénéficie d'une bonne qualité de réseau, l'État qui bien sûr attendra des dividendes par rapport au fait que la consommation sera celle qu'il faut, et puis bon, l'opérateur lui-même qui bien sûr va se rendre compte aussi qu'il a des équipements, il n'a pas investi pour rien, il a investi, mais derrière il y a une rentabilité. Et qu'est-ce qui arrive quand un opérateur ne respecte pas les règles, donc disons le cahier des charges? Quand un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, tout à l'heure je vais donner l'exemple du match de football, mais il y a des avertissements. Nous allons vous donner, pour le cas des matchs de football, on vous donnera un carton jaune d'abord, après un carton rouge, et puis bon, parfois c'est une expulsion complètement d'une équipe qui a été sanctionnée. Ensuite, l'équipe peut bien sûr aller à la Fédération ivoirienne de football, par exemple, pour dire bon, je ne suis pas d'accord, il fait appel, l'équipe elle peut faire appel parce qu'elle n'est pas satisfaite. Donc nous veillons à ce que tout cela soit équilibré et de sorte que tout le monde y gagne. Et quelle est la nature des pénalités que vous infligez donc aux contrevenants? Les pénalités, vous avez des pénalités administratives et puis je peux dire des pénalités pénales parce que administratives, nous pouvons vous faire un démantèlement d'équipement,
nous pouvons demander qu'on vous retire la licence. Mais de façon pénale, il y a des... Est-ce que cela est déjà arrivé? Oui, nous avons infligé des sanctions, mais pas les démantèlements, nous avons infligé des sanctions aux opérateurs. Et c'est ce qui est court actuellement. Donc les factures ont été transmises et elles vont être réglées incessamment. Et généralement, ils s'exécutent. Ils sont obligés de s'exécuter. Une fois que vous acceptez le cahier des charges, c'est obligé de parler des règles du jeu, mais vous êtes obligé de vous exécuter de payer ces factures-là. C'est une obligation et ça s'impose à eux. Et nous aussi, nous veillons à ce que cela soit. Alors, avec la loi en vigueur, il existe un conseil de régulation. Qui compose les membres de ce conseil? Quel est son rôle? Qui prend les décisions entre le conseil de régulation et la direction générale? D'abord, vous avez bien fait de le dire, il y a deux organes qui composent la RTCI. Il y a le conseil de régulation qui n'est pas un conseil d'administration. J'insiste bien, nous ne sommes pas une société d'État. Je vous ai dit que nous sommes une société, nous sommes une autorité administrative indépendante. Donc le conseil de régulation est un collège de 7 membres, des personnes qui ont prêté serment, qui ont été nommées par décret présidentiel, et qui prennent les grandes décisions du secteur. Et nous, la direction générale, nous sommes l'organe technique qui travaillons sur les dossiers et qui faisons des propositions au conseil de régulation pour signature. Donc c'est le conseil de régulation qui prend les décisions, bien sûr sur proposition de la direction générale. On constate, M. le directeur général, souvent des désagréments dus à la mauvaise qualité des réseaux, comme sur Internet. Est-ce que la RTCI oblige les opérateurs à rembourser les minutes perdues? D'abord, il faut être sûr que c'est justifié. D'abord, il faut pouvoir porter une plainte. Il faut pouvoir porter une plainte auprès de votre opérateur pour lui signifier le désagrément que vous avez subi. Et quand vous n'êtes pas satisfait, vous vous déplacez aussi physiquement auprès du régulateur, ou vous écrivez au régulateur, ou vous lui envoyez un mail. Nous avons une adresse email pour cela, qui est consommateur@rtci.ci. Vous portez votre plainte, et si vous n'avez pas pu être satisfait, nous intervenons. Nous amenons l'opérateur à porter la solution à votre problème. Et s'il s'avère que cela doit exiger, s'il est démontré qu'il y a un retour à faire, en principe, j'ai vu des consommateurs qui ont eu des traitements en leur faveur. Alors, vous n'êtes pas représenté sur toute l'étendue du territoire national. Comment un citoyen, par exemple, qui est à Odiéné ou à San Pedro, peut-il déposer une plainte contre un opérateur? Mais d'abord, je vous ai dit que chez nous, à la RTCI, nous avons une possibilité de faire du mailing. Si vous n'avez pas pu joindre votre opérateur, vous êtes en droit d'écrire à la RTCI pour que nous examinons votre plainte. Mais l'examiner, c'est s'adresser, nous nous adressons à l'opérateur pour que nous partageons la préoccupation du consommateur et puis qu'ensemble, on arrive vers une solution. N'oublions pas que pendant la période post-électorale, il y a eu quand même quelques difficultés sur nos réseaux. Et c'est vrai que les consommateurs vont beaucoup se plaindre, mais aujourd'hui, tous ensemble, consommateurs, État et régulateurs, nous sommes en train d'arriver vers quelques solutions qui puissent permettre d'avoir un réseau de qualité. D'où proviennent les revenus de l'ARTCI en tant que structure de l'État qui ne produit pas de richesses? Par rapport à la règle du jeu et par rapport à la réglementation, nous avons des redevances et des contributions qui sont payées par les opérateurs. Et ces contributions-là nous permettent d'investir pour continuer l'activité et puis bien sûr assurer le fonctionnement de notre activité. Vous savez que nous faisons beaucoup de représentations extérieures. Nous avons notre union qui est l'Union internationale des télécommunications qui nous reçoit assez régulièrement pour échanger sur le développement du secteur, les nouvelles, l'évolution du secteur. Donc nous sommes amenés à faire beaucoup de déplacements et puis à suivre l'évolution, de sorte que nous puissions permettre aux Ivoiriens, donc à notre réseau, d'être bien sûr à la page. Et quels sont aujourd'hui les chiffres des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire? Je veux parler en termes d'abonnés au mobile, au fixe et à Internet par exemple. Et puis dites-nous aussi le chiffre d'affaires global du secteur cette année,
puis le montant des investissements. Ça fait beaucoup de questions, mais on peut aller pas à pas. D'abord, je peux vous dire qu'au niveau des mobiles, nous avons près de 21 300 000 abonnés au mobile, sur un chiffre global de 21 600 000. Vous voyez que le mobile a une forte pénétration. Au niveau de l'Internet, nous avons environ 120 000 clients dans la partie consommateur. Et puis, au niveau du chiffre d'affaires, nous avons 725 milliards jusqu'au 30 septembre 2014. Nous avons 700 milliards de générés. Nous avons pu, depuis que nous sommes dans ce secteur, près de 3 300 emplois directs pour 30 000, je dis bien 30 000 emplois indirects. Donc c'est un secteur qui marche, qui contribue à près de 7% au PIB. Et vous voyez que la santé de l'économie passe aussi par la TIC, donc par tout ce secteur. Et le montant des investissements? Nous avons jusque-là près de 80 milliards. Et nous pensons atterrir à la fin de l'année à près de 150 milliards. Et je voudrais quand même rappeler qu'au niveau de ce secteur, nous atteindrons d'ici la fin de l'année près de 1000 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes à 725, mais le train est là. On sent que ça monte. On parle de plus en plus de partage d'infrastructures, de backbone en fibre optique. De quoi s'agit-il et où en sommes-nous en Côte d'Ivoire? D'abord, le partage des infrastructures, ça se dit aussi comme la mutualisation. La mutualisation, c'est mettre ensemble. Ça fait partie de l'ordonnance et il est conseillé de mutualiser. Ça fait faire des économies aussi en ce qui concerne les opérateurs. Mutualiser, c'est mettre ensemble, aller en commun sur quelque chose. Je prends par exemple le cas des pylônes. On conseille aux opérateurs d'aller ensemble sur un pylône. Ça permet de régler les problèmes de pollution visuelle. Parce que, imaginez un peu, en ville, dans un quartier, vous avez plein de pylônes. D'ailleurs, ça se constate un peu partout. Plein de pylônes. Mais si vous arrivez à mettre tout le monde sur un pylône, la pollution visuelle gagne. Et dans cette mutualisation, vous avez aussi les fibres optiques qui peuvent être mutualisées. Donc ça permet de ne pas faire des génies civils, des travaux, comme dirait de façon simple, faire des trous un peu partout pour que les gens ne se blessent pas. On peut avoir juste une activité de génie civil, c'est-à-dire une tranchée, faire passer un câble intéressant qui va permettre à tout le monde d'y aller, donc d'avoir sa part. Donc mutualiser, partage des infrastructures, c'est un gain énorme pour les investisseurs et je suis sûr que cela va se répercuter après sur les consommateurs. Parce que si vous investissez moins pour la même chose, vous n'allez pas faire des coûts trop forts pour les consommateurs. Donc nous travaillons à cela. Avec les technologies qui évoluent à une vitesse exponentielle, est-ce que la régulation et les textes en vigueur ne peuvent pas être très vite dépassés? Non, je ne pense pas qu'on puisse être dépassé parce que nous ne régulons pas la technologie. Nous régulons plutôt le service. Et donc, nous nous adaptons par rapport aux différentes rencontres que nous avons dans le secteur avec tous ceux qui sont dans la régulation, tant en Afrique ou dans le monde. Et puisque nous fréquentons aussi, par rapport à la prospective, nous avons des visions partagées avec l'Union internationale des télécommunications. Donc, nous nous rendons compte que chaque fois que nous avons la possibilité de nous adapter, c'est de façon consensuelle. Donc, nous avançons pour le moment allègrement vers des jours meilleurs qui montrent que la régulation pourra toujours se faire, quelle que soit l'évolution de la technologie. La RTCI a aussi en charge la régulation du secteur postal. Tout à fait. Comment cela se passe? Vous savez, quand je vous ai donné l'ordonnance tout à l'heure, je n'avais pas parlé de la Poste, je lui ai dit c'est l'ordonnance sur les télécommunications TIC. Mais avec l'évolution des choses, dans d'autres pays, il y a plusieurs sociétés qui sont créées pour cela. Mais ici, le président de la République avait juste, en demandant à l'autorité de régulation des télécommunications TIC d'assurer aussi la régulation postale. Il y a une loi donc, pour le secteur postal. Les décrets sont en cours d'élaboration pour être mis à la disposition des opérateurs. Les opérateurs ont été identifiés.
Et nous travaillons donc, je pense, début de l'année 2015, nous allons être encore plus près sur les livrables. Et vous gérez aussi les maisons de transfert d'argent qui foisonnent en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est bien que vous en parlez, le transfert d'argent, tout le monde le fait. Mais ça aussi, c'est une activité postale, ça fait partie du secteur postal. Avant, c'était le mandat. Ça continue le mandat par papier. Mais les transferts d'argent, ce n'est que la forme électronique du mandat. Et nous faisons de sorte que ce secteur-là soit aussi régulé. Donc, nous avons identifié un certain nombre de sociétés qui font du transfert d'argent. Il y en a près de 18. Nous avons échangé avec eux pour leur dire qu'ils vont être régulés. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, chacun fasse le métier de la Poste. La Poste elle-même n'est plus la société qui régule. La Poste de Côte d'Ivoire, sans faire de publicité, est plutôt un opérateur maintenant. C'est un opérateur, et comme d'autres que je tais le nom ici. Donc nous notons que le transfert d'argent est une activité génératrice, bien sûr, de revenus, mais il faut qu'elle soit contrôlée et qu'aussi on les protège. C'est pourquoi l'État a tout fait pour que nous mettions de l'ordre aussi dans ce secteur, à l'instar des télécommunications TIC. Alors, sur la cybercriminalité, Monsieur le Directeur Général, on parle beaucoup de brouteurs, de cybercriminels en Côte d'Ivoire qui ternissent l'image du pays. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Quelles sont vos actions sur le terrain pour endiguer ce mal? Bien, d'abord, comme vous le dites, il y a eu quand même une évolution positive. Depuis qu'on parlait des brouteurs, l'État a pris des dispositions par rapport à une loi. Même que la Côte d'Ivoire est une des plaques tournantes en Afrique. Il ne doit plus être cité comme tel. On a quand même fait reculer le mal. C'est pourquoi, depuis près de 3 ou 4 ans déjà, nous avons ce qu'on appelle chez nous un centre de contrôle de notre cyberespace qui s'appelle le CICET, qui travaille en collaboration avec la police nationale à travers sa direction de l'informatique et des traces technologiques. Nous n'avions pas en son temps une possibilité d'envoyer les cybercriminels en prison ou alors leur demander de payer des amendes. C'est chose faite, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons signé une plateforme avec la DITT, une plateforme qui s'appelle la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, qui nous permet de traquer les cybercriminels et ils sont souvent écroués. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé. C'est vrai qu'on a été cité en son temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Avant de venir d'ailleurs à votre émission, j'ai échangé avec le directeur des traces technologiques pour que nous soyons d'accord sur cette évolution qui est plutôt positive. Alors, on sait, Monsieur le Directeur Général, que les cybercriminels causent beaucoup de dégâts à notre économie. À combien peut-on évaluer aujourd'hui le préjudice? À titre de comparaison, déjà en 2013, au premier semestre, nous avions un préjudice de 1 milliard 779 933 909 francs CFA. Ramené en 2014, toujours pour la même période, donc semestre 2014, nous avons 1 milliard 528 268 300 francs CFA. Comme vous constatez, il y a une baisse, mais ça demeure important. Ça demeure important. Nous devons continuer de traquer. Nous devons continuer de faire de sorte que ces chiffres baissent. Peut-être le zéro va être difficile, mais nous devons y travailler. Je peux vous dire aussi qu'il y a eu des interpellés. Pour la même période du premier semestre 2013, le nombre d'interpellés était de 26 et tous ont été déférés. Au premier semestre 2014, nous avons interpellé 37 et 20 ont été déférés. Donc vous voyez que c'est vraiment de la répression et la police nationale travaille à cela. C'est une façon de les amener à ne pas prendre cette activité pour un métier. Il faut l'abandonner. Et vous avez bon espoir de continuer donc
à faire baisser tous ces chiffres? Bien sûr, puisque avec cette plateforme, nous travaillons tous les jours. Notre cyberespace est aujourd'hui contrôlé et nous ambitionnons d'être dans le FIRST, qui est plutôt un autre cyberespace, qui est plutôt mondial. Et on sait, monsieur le directeur général, que ces cybercriminels ne restent pas aussi les bras croisés, font toujours preuve d'ingéniosité pour contourner tous ces pièges que vous leur tendez. Mais c'est d'ingéniosité en ingéniosité. Nous aussi, nous mettons en place des outils plus ingénieux pour pouvoir contrer ces cybercriminels. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour justement lutter contre la cybercriminalité, il y a l'identification des cybercafés. Tout à fait. Où en êtes-vous aujourd'hui? Nous avons procédé à cette opération qui nous était recommandée et ça fait partie de notre activité. Nous nous sommes rendus physiquement dans les cybercafés. Nous en avons dénombré aujourd'hui 444 cybercafés et nous continuons. Et bientôt, nous allons leur apposer ceux qui se sont fait identifier. Il y avait une possibilité de le faire aussi sur notre site web. Donc ceux qui se sont fait identifier vont avoir des macarons qui permettent, une fois arrivé dans un cybercafé, de voir si ce cybercafé est dans les règles. Parce que c'est bien de se faire identifier, ça vous protège. Ce n'est pas pour vous nuire, c'est plutôt pour vous protéger. Protéger le consommateur qui vient, protéger le cybercafé. Parce qu'il s'est dit, mais tiens, moi je suis enregistré à la bonne maison. La bonne maison, c'est la maison du régulateur. Alors, là, il y a aussi que l'ARTCI crée aussi des emplois pour la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir, vous parliez des emplois directs, quel est le profil des jeunes que vous recherchez pour l'ARTCI, pour leur permettre de s'insérer? C'est vrai que quand on voit l'ARTCI, on se dit, ils sont beaucoup plus techniciens, mais nous avons un grand volet juridique. Donc, tous les types d'Ivoiriens, toutes les formations, nous sommes preneurs de toutes les formations, mais nous nous intéressons beaucoup plus au cœur du métier. Au cœur du métier, il y a beaucoup d'ingénieurs que nous recrutons et même nous assistons à certains établissements. Dès que nous avons signé plutôt des plateformes, nous avons signé des conventions avec certains instituts, si vous voulez, je peux vous dire les noms. Par l'INPHB, nous avons une convention avec l'INPHB, de sorte que les meilleurs élèves de l'INPHB, nous les prenons en charge pendant les 2 dernières années de formation qui se passent en Bretagne. Et quand ils reviennent, ils viennent renforcer nos équipes. Il faut rajeunir aussi l'équipe. On a même des personnes qui sont allées dans ces établissements qui aujourd'hui sont des directeurs dans l'entreprise. Le cœur du métier a besoin d'être protégé, d'être assuré. Il faut que nous continuions à préparer des gens qui pourront demain assurer la relève. Monsieur le directeur général, on parle aujourd'hui du passage de la télévision analogique à la télévision numérique d'ici juin 2015. Quel est l'apport de l'ARTCI dans ce processus qui est en cours? Vous savez, avant qu'on ne parle de la TNT en tant que telle, avant qu'on ne crée ces 3 structures qui gèrent le secteur, je veux parler de l'ANSUD, de l'AIGF, de la RTCI, avant que cela ne soit, il y avait d'abord l'ATCI unique. Donc nous faisions partie du comité de pilotage qui travaillait sur la TNT. Parce que notre expertise était nécessaire. Cette expertise-là, elle continue d'être nécessaire. Et nous faisons partie des personnes qui travaillent sur l'arrivée de l'antenne.